Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de parler de ces sujets qui sont intéressants. Je voulais te demander un petit peu, alors tu as déjà un petit peu parlé des effectifs, donc 450 personnes. Quel est un petit peu déjà le plan de recrutement juste de Conto, déjà pour 2021, voilà, quels ont été un petit peu votre volume de recrutement et qu'est-ce que vous préparez pour 2022 2020, on a dû recruter 150 personnes. 2021, on est à plus de 300 déjà. 2022, on sera davantage. On a 5 départements, on a grosso modo, je dirais, plus de 150 personnes sur la partie tech. Sur la partie produit, on doit avoir aussi 80, 100 personnes, sachant que le produit inclut le design chez nous. Ensuite, on a la partie opération qui fait plus de 100 personnes aussi. Là, c'est tout ce qui est customer service, back office. On a le département corporate qui doit faire dans les 80 personnes, quelque chose comme ça aussi, qui inclut tout ce qui est RH, finance et juridique. Et ensuite, le département growth qui englobe tous les sujets business, donc sales, marketing, communication, etc. Et là, c'est plus de 100 personnes également. Donc, je vois que tu avais quand même des équipes qui sont très fournies par vertical métier. Ouais. Comment vous vous organisez au niveau de l'équipe de recrutement quelle est la composition de l'équipe et comment elle est organisée? Est-ce que vous avez des périmètres particuliers Alors, justement, on a une très grosse équipe Talent Acquisition, en effet. Sur votre écran, vous voyez environ, c'est pas environ, vous voyez 18 personnes. Il y a Marjorie qui est à la tête de tout le Talent Acquisition. Il y a 2 TAM à l'instant T qui sont plutôt focalisés sur le produit et le design. Ensuite, on a des TAM qui sont plutôt sur la partie tech et data. Et ensuite, l'équipe que j'accompagne, quant à nous, on est plutôt centralisé sur les autres départements, donc tout ce qui est growth, corporate et opération. Donc, c'est un prisme métier qui est extrêmement large, puisque ça va du back-office et customer service jusqu'à RH, juridique, finance, en passant par sales, marketing, communication, acquisition, ce genre de choses. Globalement, quels sont vos challenges au regard du recrutement, du talent acquisition? Je dirais qu'il y en a 5 principales problématiques. La première partie, c'est l'aspect de productivité. On est dans un environnement où on a besoin de recruter beaucoup parce que le nombre de nos clients augmente énormément. Et donc, pour satisfaire nos clients, il faut inévitablement recruter des gens. On ne fait rien sans les hommes avec un grand H. Donc, il y a une vraie problématique de productivité au sens recruter aussi rapidement que le business en a besoin pour atteindre les objectifs et délivrer aussi rapidement que ce que nos clients peuvent attendre. Deuxième partie, on en a parlé, c'est l'aspect international. Oui. Et pas seulement parce que on a recruté, on a ouvert des bureaux. Alors certes, il faut recruter pour nos bureaux en local, mais l'idée, c'est aussi de ne pas se cantonner uniquement à la France ou à l'Europe, c'est d'aller chercher les talents n'importe où dans le monde et après avoir une chaîne logistique d'un point de vue administratif ou autre qui leur permet aussi de venir chez nous, si ce n'est pas des jobs en remote, ou de travailler de chez eux de façon convenable. Ensuite, on est dans un environnement extrêmement concurrentiel. L'idée, c'est de sortir la tête de la foule dans tous les domaines, de la base du sourcing, trouver les bons messages, se différencier. On chasse souvent des gens qui sont sollicités plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour pour certains. Je pense au tech notamment. Et aussi se différencier dans les process, dans l'expérience candidat, dans la relation qu'on peut nouer aussi avec les candidats. Et dans notre efficacité et donc aussi dans le lead time qui sont à nos yeux, on va y revenir, mais la clé aussi et tout ce qui est, c'est garant d'un bon process et d'une bonne expérience candidat. L'environnement hypergrowth, c'est une évidence aussi. C'est facile de tomber dans le piège de la quantité à tout prix en délaissant la qualité. Et tout l'enjeu, c'est de trouver la bonne balance entre justement qualité et quantité, garder le sang-froid et peut-être recruter un peu moins, mais de recruter bien pour sur le long terme et éviter tout ce qui est churn et ce genre de choses. Et vraiment que chaque personne contribue d'un point de vue professionnel et humain, bien entendu, à l'aventure et à l'avancée de Conto. Et dernier point, c'est aussi l'aspect human touch, c'est l'expérience candidat dans un environnement justement où la scalabilité est très importante. Est-ce que vous avez développé une méthodologie particulière pour réussir à combiner ces deux choses qui paraissent difficilement combinables en fait, qui est la qualité, la rapidité, la productivité? Comment vous fonctionnez vous au niveau du recrutement là-dessus? On a une méthodologie sur 4 principaux piliers ou axes que je vais développer. Pour prendre la première partie sur l'aspect purement teamwork, c'est avant tout, pour recruter bien, il faut des bons recruteurs. Ça semble logique. On est sur
un environnement très concurrentiel aussi. Il y a beaucoup de gens qui recherchent des talent acquisition managers en ce moment, donc il faut les attirer. Mais en fait, on s'ouvre. On se dit que, comme je disais, les TAM, avant tout, c'est des qualités, en grande partie, des qualités personnelles. Et en fait, des gens qui sont au cabinet aujourd'hui, qui sont en ESN, qui sont en Big Four, peuvent avoir ces qualités-là, dès lors qu'ils sont dans l'optique de sortir de leur zone de confort et de se remettre en question. Donc, c'est les recruter et on va dire les former, je ne sais pas si c'est le mot, parce que quand ils arrivent, ils ont déjà un socle, mais en tout cas, les accompagner dans notre environnement qui est un petit peu particulier en termes de méthodologie. Et donc, il y a des systèmes de shadowing. Alors, je te mets une petite pause. Qu'est-ce que c'est le shadowing? Alors, pardon pour l'anglicisme, grosso modo, quand un talent acquisition manager arrive, on va mettre à contribution toute l'équipe. Le team lead n'a pas le monopole du savoir, c'est extrêmement important. Il y a plein de gens dans l'équipe qui font des choses mieux que moi. Et donc, en fait, mettre en binôme des talent acquisition, un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante, qu'importe, avec un TAM senior ou en tout cas plutôt expérimenté chez nous, assister à des interviews, assister à des weekly avec les hiring managers, assister à des kick-offs. Donc, vraiment montrer le geste, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de l'équipe qui est plus expérimenté. Donc, c'est là où on va utiliser le terme de shadow. Et puis, on va monter la cadence en termes de rythme progressivement. Il faut savoir que chez nous, en moyenne, un recruteur ou une recruteuse n'a pas plus de 3 missions en même temps, proactives, toujours dans cette optique de qualité versus quantité. Et donc, au début, la personne va n'avoir que 2 postes à s'occuper et progressivement, on va monter à 3 pour que vraiment qu'il y ait une adaptation progressive et que la personne ne brûle pas inutilement. Deuxième partie, c'est lié à ce que je disais il y a quelques secondes, c'est impliquer les hiring managers et aussi leur faire prendre conscience que c'est un binôme avant tout et qu'on n'est pas là juste pour tirer la charrette, et on a besoin de leur aide. D'accord. D'ailleurs, une petite question sur tes managers, tes hiring managers. Comment vous faites pour gérer les attentes, gérer les priorités avec les managers? Comment vous communiquez avec eux? Vous avez des weekly ou pas? Alors en fait, on implique tout simplement les C-level, donc tous les membres du CODIR et les fondateurs. Okay. En fait, au début de chaque année, on fait un hiring plan pour toute l'année qu'on découpe en trimestriel. Ce qui nous permet en fait d'avoir une visibilité claire sur toute l'année, même si parfois il y a des retouches, mais dans les grandes lignes, en termes de projection, on demande à chaque hiring manager de dire à fin 2022, on est en plein dedans là par exemple, mon équipe doit comporter tant de personnes. Nous, on inclut le churn, ce qui nous permet de décliner un hiring plan et en fonction des priorités qu'on évoque aussi avec les C-level et les directeurs et les head-off, de voir qui doit passer en premier. Et en fait, le fait d'avoir ce plan très précis, de communiquer en amont aux managers, ça permet d'effacer un peu cette frustration qu'il peut y avoir. Évidemment, on est flexible. Si on nous dit là, c'est une énorme urgence, on est capable d'enlever des priorités ou en tout cas de changer les priorités. Pendant le recrutement, pendant les missions, en fait, on fait des weekly avec les hiring managers dès lors qu'une mission est lancée officiellement. On demande aussi aux hiring managers d'envoyer des messages en relance. Donc, le TAM fait une chasse classique auprès d'un candidat ou d'une candidate et souvent, c'est le hiring manager qui fait la relance. On se dit que ça a parfois plus d'impact. Et en termes de taux de réponse, c'est vrai qu'on a des très bons scores là-dessus. Ça fait la différence. Quand on est contacté par 10 recruteurs dans une semaine et un manager, peut-être que le manager nous intrigue un petit peu plus. Donc ça fait la différence. On va faire beaucoup de sessions de peer sourcing avec eux, c'est-à-dire qu'on s'assoit à côté d'eux et on regarde leur profil LinkedIn. Au même titre que d'autres gens de l'équipe pour qui on recrute, on va faire du peer sourcing. On va vraiment creuser dans leur réseau LinkedIn parce que le referral, en tout cas la cooptation, est un levier qui est extrêmement important en général et qui l'est de plus en plus chez nous. Et en termes de routine managériale, aussi en tant que team lead, que ce soit Samy ou moi, vis-à-vis des talent acquisition managers, on a des choses, des récurrences, des moments qui sont un peu sanctuarisés. On va faire des daily tous les matins qui nous permettent de pointer du doigt les sujets qui ne vont pas bien, ou en tout cas les difficultés, les points d'accroche, ce qui, nous, en tant que team lead, nous permet de monter au créneau rapidement dans la journée pour régler le problème, ou en tout cas l'anticiper avant qu'il n'arrive. On va faire aussi des one-on-one avec chaque talent acquisition manager et on a des weekly aussi pour toute l'équipe talent acquisition où là on partage la connaissance, les difficultés qu'on a eues pour que chacun aussi s'enrichisse de ces difficultés-là. Process de recrutement, alors nous on essaye de faire des choses assez courtes mais elles sont néanmoins assez denses. En général, sur un process classique, que ce soit pour les techs ou pour du CS ou pour du marketing, ils sont
très similaire. On fait un HR interview, donc avec le Talent Acquisition Manager, ensuite Direct Manager interview, ensuite skills test, débrief de skills test, et en fonction des attentes des candidats, en fonction des jobs, notamment pour les rôles de manager, où on leur propose ensuite de rencontrer les gens qui leur seront probablement, ou en tout cas potentiellement rattachés s'ils nous rejoignent, donc des fit interviews assez classiques. Et enfin, Function Manager Interview, donc N+2, qui est l'interview finale, et ensuite l'offre. Un process de recrutement chez nous, en moyenne, c'est entre 15 et 20 jours. Ah, c'est rapide. Ouais, on pense que c'est clairement la clé. Donc, ça illustre aussi ce que je vous disais. Quand on dit que le recrutement est la priorité, c'est que tout le monde doit se rendre disponible dans cette optique-là. Parce que si tout le monde nous dit bah non, je peux pas, c'est pas avant 2 semaines, etc. En fait, on arrive sur des process qui durent 1 mois et demi, et c'est l'enfer pour les candidats, et il y a un churn qui est colossal. Comment on fait après pour l'acceptation des offres? On a plutôt un bon taux d'acceptation. Tout confondu, on a plus de 85% de nos offres qui sont acceptées. En fait, c'est tout au long du process. C'est la relation qu'on crée et qu'on construit avec le candidat à travers le Talent Acquisition Manager et le Direct Manager, futur en tout cas. Aussi donner de la visibilité au maximum en amont au candidat sur la rémunération qu'il va avoir, sur le process, sur le lead time, en tout cas sur la durée du process. C'est que nous, dès le premier jour ou dès le deuxième jour du process, on est capable de lui dire bah, l'objectif, c'est que dans 10 à 12 jours maximum, tu as une offre sur la table. Et l'offre, elle sera de temps, tu seras rattaché à telle personne, voilà les missions, etc. Donc, c'est la clarté du processus, la visibilité et la rapidité. Okay. Et vous êtes, du coup, vous êtes capable de faire ça en début de process, de pouvoir dire dès le début de process bah, moi, je te dis, si tu es dispo, ça va faire 15 jours. Même vous situer sur la REM et tout, c'est tout des choses que vous faites au début de process. Dans les 72 heures, en tout cas, dès la première semaine. D'accord. En fait, on attend aussi que le direct manager rencontre la personne, puisse à peu près évaluer aussi. Le skills test va être en effet déterminant. On ne donne pas une rémunération très précise, mais on donne une fourchette la plus restreinte possible pour qu'il y ait une visibilité. Et si c'est bloquant pour le candidat, bah, évidemment, on n'avance pas ou alors on le laisse du temps de réflexion. Et au final, si quelqu'un est à 80 aujourd'hui et qu'on lui dit, bah, en revanche, dès le début du process, on ne sera pas en mesure de te faire plus de 70-75 en termes d'équité par rapport à l'équipe. Et nous, d'après ce qu'on sait, des études externes et d'autres sujets sur le marché, un profil comme le tien, c'est tant. Bah, en fait, si la personne dit, OK, pour moi, en arrivant à l'offre, il n'y a pas de surprise. Et elle a le temps de réfléchir à ça. Et en revanche, si elle n'est pas du tout dans l'optique d'accepter une offre moins importante, bah, dans ce cas-là, on arrête là et tout le monde gagne du temps. C'est vrai que c'est bien. C'est bien mieux. Très bien. Merci beaucoup. Désolée, je t'ai coupé. On parlait du taux d'acceptation d'offres, du coup. Aucun problème. Pour revenir sur l'aspect vraiment qualité au-delà de la quantité, ou en tout cas essayer de trouver la bonne balance, c'est sur ces 3 aspects-là. Premier aspect, le screening, auquel sont confrontés absolument tous les recruteurs et toutes les recruteuses, c'est avoir un bon kick-off ou un bon brief de poste et une bonne persona à l'origine pour avoir les bons critères pour faire le screening. En fait, quand on commence, c'est aussi enfoncer une porte ouverte, mais c'est des sujets qui sont récurrents dans toutes les sociétés et ça l'est de temps en temps chez nous et on voit que ça bloque. C'est que si à l'origine, les critères ne sont pas bien définis ou trop flous, en fait, le screening n'est pas de qualité. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas faire de screening tant que le manager n'est pas absolument au clair sur tous les critères et que le Talent Acquisition Manager n'est pas au clair. L'idéal, c'est de contacter maximum 40 personnes, d'échanger avec 10, d'en faire avancer 3 et d'arriver à la fin avec une personne. Ce qu'on appelle, nous, le One Piece Flow, c'est avancer avec très peu de candidats, mais avancer avec les bons. Et bien souvent, on finit des process avec uniquement un seul ou 2 candidats dans le process. Parce que justement, ça nous donne plus de temps pour nous focaliser sur la relation avec le candidat, donner de la visibilité et apporter une expérience, justement, comme on disait, premium. Et c'est aussi pour ça, ça tire le sujet de la qualité du process, du lead time, parce que moins on a de candidats, plus on leur donne du temps et plus on peut les faire avancer rapidement, plus on peut les coacher, en tout cas mieux on peut les coacher, et à la fin, plus on augmente nos chances d'avoir une offre acceptée. Et est-ce que tu as une idée de votre taux de validation de période d'essai aussi? On a très très peu de churn en période d'essai. Justement parce que nos skills tests, on a fait un gros travail sur les skills tests, on laisse plusieurs jours pour travailler dessus, pas plus de 3-4 jours. Et en général, c'est entre 3 et 4 heures de travail.
Tout le monde fait un skills test chez Conto, du stagiaire au C-level, quand il arrive chez nous. Évidemment, ils sont adaptés, ils sont édulcorés en fonction des niveaux d'expérience, mais on essaye d'avoir les bons points de contrôle pour justement anticiper au maximum ce churn en période d'essai. C'est agréable absolument pour personne. Oui. Donc voilà, je ne l'ai pas en tête, sincèrement, mais je sais qu'il est quand même assez faible. Ça arrive, on ne va pas se le cacher, mais c'est anecdotique. Troisième partie, c'est l'amélioration continue, c'est apprendre de nos erreurs et avoir une solution qui nous permet de tirer le positif ou en tout cas d'apprendre de nos erreurs. On utilise une méthode qui s'appelle le PDCA, donc c'est un acronyme qui veut dire Plan, Do, Check, Act. En gros, c'est une analyse post-mortem des situations où on a péché, où on a mal fait, et comment faire. Donc en fait, on prend une demi-heure pour analyser ça, limite ligne par ligne, et se dire, OK, c'est à ce moment-là où ça a cassé, et on aurait dû arrêter le process à ce moment-là. Et en fait, faire ça, ça nous permet, à l'échelle du TAM qui fait cette analyse post-mortem, de muscler son cerveau, en tout cas de se muscler d'un point de vue professionnel, parce que la prochaine fois qu'il sera confronté à ce type de problématique, il se dira « Ah, je me souviens, donc là, il faut que je fasse ça ». Ça, c'est très, très important. Et ça nous permet aussi de partager le savoir. Quand il y a un PDCA ou en tout cas une analyse post-mortem qui est intéressante, justement lors de nos routines, les daily, les weekly ou ce genre de choses, le talent acquisition qui a été confronté à cette situation partage le savoir à tout le monde pour que tout le monde puisse s'enrichir, tout le monde puisse donner son retour d'expérience et qu'on fasse un petit peu un brainstorming. Donc ça, c'est hyper important pour nous dans cette démarche d'amélioration continue. Et toujours ces analyses post-mortem nous permettent d'améliorer nos standards. Et il y a plein de choses qui sont sorties de ça. Typiquement, on s'est rendu compte que nos skills tests n'étaient pas forcément bien faits. C'est pour ça qu'on les a retravaillés. Et c'est grâce à ces analyses post-mortem qu'on s'en est rendu compte. On s'est rendu compte il y a plusieurs mois qu'on ne donnait pas assez de visibilité aux candidats. On a créé un guide d'entretien, mais on s'en est rendu compte grâce à ces analyses post-mortem. Et en fait, ça nous a permis d'augmenter considérablement notre taux d'acceptation d'offres. Ah, mais puis il faut travailler, quand on est talent acquisition manager, il faut travailler aussi intelligemment parce que des ressources, on n'en a pas infiniment sur le marché. Donc il faut aussi être malin dans sa manière de travailler. Et en parlant de travailler intelligemment, forcément, moi, c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Tu vois, moi, je suis dans une entreprise qui propose des logiciels innovants à destination du recrutement, pour le sourcing, pour les évaluations de compétences, etc. Du coup, forcément, je suis très intéressée de savoir un petit peu quels outils, quelle est la place de la technologie et de l'innovation dans les recrutements chez Conto. Est-ce que vous utilisez de la data, des outils particuliers, de l'intelligence artificielle? Comment ça se passe chez vous? Alors, justement, le côté data est extrêmement important pour différentes raisons. Déjà, ça nous permet, dans ces analyses post-mortem, d'avoir clairement de la donnée et des infos. Aussi, ça nous permet de savoir, par rapport à toute l'amélioration continue qu'on met en place, si on améliore les choses et si on est sur la bonne voie. En termes d'outils qui sont liés aussi à la data, nous, on a un ATS qui est Lever, et on a plusieurs choses. On a notamment un outil qui s'appelle Lever Nurture. En fait, c'est un outil qui nous permet de faire une campagne de mail pour un candidat, une candidate. Et après, on a des outils pour obtenir des coordonnées comme Contact Out ou Lusha, ce genre de choses. Et après, on passe dans une nouvelle dimension aussi, c'est la partie d'automatisation. On est en plein dedans. Il y a des sociétés qui sont beaucoup plus avancées que nous, Doctolib, par exemple, qui, eux, ont vraiment une équipe automatisation. Je crois je ne sais pas s'il y a des gens de Doctolib là, mais qui ont une équipe d'automatisation au sein de l'équipe recrutement. Donc, c'est comment trouver sur un modèle growth, SEO, pour voilà, bien référencer nos annonces, avoir les bons tips pour aller chercher les candidats là où ils sont et gagner un temps monstrueux sans perdre en qualité et en personnalisation. D'accord. Mais du coup, pour le sourcing, vous passez, si je comprends bien, si vous utilisez des choses comme Contact Out et Lusha, vous devez faire de l'approche directe sur LinkedIn. Mais est-ce que vous utilisez d'autres outils? Vous avez des job boards Alors, oui, que vous aimez bien, des CV Tech C'est assez classique. Il y a notre site carrière, bien entendu. Il y a LinkedIn, évidemment. On va utiliser Welcome to the Jungle, assez classique. On poste nos annonces sur LinkedIn également. On fait quand même beaucoup de chasse. Il y a à peu près 20-25% des candidats qu'on recrute qui viennent de la chasse maison, si je peux dire. On utilise très peu de cabinets de chasseurs de tête. Ok, j'allais te poser la question. Ouais, d'où l'importance d'avoir une équipe TAM aussi importante en termes de taille.
On va, en fonction des pays, Allemagne, Espagne ou Italie, on va adapter aussi les job boards, évidemment. Et après, c'est assez classique, on va regarder notre base de données interne, bien entendu. Et on va faire surtout beaucoup de cooptation, justement par les sessions de peer sourcing, comme j'évoquais il y a quelques minutes. Ok. Ok, merci beaucoup. Il y a pas mal de questions, donc je vais te laisser conclure. Ouais, alors, et puis on va pouvoir passer là-dessus. En termes de chiffres, voilà, ça c'est des chiffres clés. Pour terminer tout ça et pour conclure, on recrute en moyenne 31 personnes par mois. Je pense que la cadence va continuer à s'augmenter et on cherche toujours à recruter davantage sans délaisser la qualité. Le lead time, je vous disais, entre 15 et 20 jours. Bon, c'est plutôt 23 en effet, mais ça dépend des départements. Donc ça, c'est tout cumulé. On a plus de mal évidemment à faire un lead time de 15-20 jours pour un directeur ou C-level quand on les recrute que pour un contributeur individuel. Parce qu'il y a plus d'étapes aussi. Et comme je vous disais, le taux d'acceptation des offres, c'est plus de 85%. Ok. Félicitations déjà. Merci, c'est gentil. Toujours moyen d'améliorer les choses, mais on a réussi à arriver à ces chiffres-là justement grâce à ces analyses post-mortem, cette amélioration continue.